Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Commentaires philosophiques. Collection dirigée. Par Angèle Kremer-Marietti et Fouad Nora. Permettre au lecteur de redécouvrir des auteurs connus, appartenant à la dite histoire de la philosophie, à travers leur lecture méthodique, telle est la finalité des ouvrages de la présente collection. Cette dernière demeure ouverte dans le temps et l'espace, et intègre aussi bien les nouvelles lectures des classiques par trop connus que la présentation de nouveaux venus dans le répertoire des philosophes à reconnaître. Les ouvrages seront à la disposition d'étudiants, d'enseignants et de lecteurs de tout genre intéressés par les grands thèmes de la philosophie. Dernière parution. Lucien Samir OULAHBIB, Hors des chemins qui ne mènent nulle part, ou Comment sortir, libre de la non-philosophie 2013. Robert Michel Palem, Henri EY et la philosophie. Les racines et référents philosophiques et anthropologiques d'Henri EY, 2013. Constantin Salavastru, 5 études sur la rhétorique cicéronienne 2013. Angèle Kremermarietti, Merleau-Ponty. La relation au langage et au sens 2013. Angèle Kremermarietti, Autrui, soi et tout le reste 2013. Yvette Conry, Matière et matérialisme, études d'histoire et de philosophie des sciences 2013. Jean-Pierre Coutard, Le soi, le temps et l'autre 2013. Sundus El-Ketani, Une dynamique du visuel, l'ondoyante réalité des Rougon-Macquart de Zola 2013. Hichem Gorbel, Études sur le XVIIIe siècle, Montesquieu et Rousseau ou les conditions de la liberté 2013. Aristide Nerrière, Métaphysique pour un nouvel existentialisme 2013. Michel Pichon, Gaston Bachelard, L'intuition de l'instant au risque des neurosciences 2012. Guy-François Delaporte, traduction de Métaphysique d'Aristote, commentaire de Thomas d'Aquin, tome 2, 2012. Introduction. Notre travail engage un rapprochement entre Auguste Comte et l'empirisme de Hume. Le positivisme ne repose pas sur l'expérience directe ni sur les jugements portés à partir de sensations. Voir pour prévoir, prévoir pour agir est le principe qui le guide. Comte pense que le positivisme n'est pas un empirisme. Il mentionne dans la première leçon du cours de philosophie positive que l'empirisme absolu est impossible. Quoi qu'on ait dit, l'homme est incapable par sa nature non seulement de combiner des faits et d'en déduire quelques conséquences, mais simplement même de les observer avec attention et de les retenir avec sûreté s'il ne les rattache immédiatement à quelque explication. La pensée positive désigne par définition une théorie du savoir scientifique. Celle-ci repose sur une méthode qui soumet l'intérieur à l'extérieur, et qui procède par abstraction, généralisation et dont le modèle est un examen analytique mathématisé qui prend ses distances à l'égard de l'expérience directe. Par contre, l'empirisme est une attitude philosophique qui expliquant la production des connaissances à partir de l'expérience sensible, sans autre intervention que celle des signes. L'aspect répétitif des expériences réduit la vérité ou la nécessité à une causalité ou à une connexion nécessaire qui n'est autre qu'un feeling, un sentiment vif qui confirme la causalité comme inférence subjective. Comte refuse l'idée que le savoir soit fondé sur l'expérience directe qui se répète. La certitude scientifique n'est pas le résultat de l'accumulation de faits. L'interprétation théorique est nécessaire. En quelque ordre de phénomènes que ce puisse être, même envers les plus simples, aucune véritable observation n'est possible qu'autant qu'elle est primitivement dirigée et finalement interprétée par une théorie quelconque. Du point de vue comtienne, toute connaissance comporte une double dimension concrète et abstraite, une dimension théorique et une autre pratique. Le positivisme d'Auguste Comte est une pensée capable de théoriser dans des limites permettant le passage du concret à l'abstrait. L'influence de Descartes est sur ce plan manifeste. Descartes est le fondateur de la géométrie algébrique. Il a élaboré une théorie mathématique reposant sur le passage du concret à l'abstrait ou de la figure à l'équation et de l'abstrait au concret, donc de l'équation vers la figure. Comte exprime ce processus sous la formule « la nécessité du passage des faits aux principes et des principes aux faits ». La certitude selon Comte est affaire de prévision rationnelle, de connexions nécessaires formulées mathématiquement et vérifiées de l'extérieur par l'observation. La pensée positive renonce à connaître les causes intimes et finales des choses,
c'est Hume qui le lui a indiqué, mais le fondateur du positivisme va s'attacher exclusivement à découvrir par l'usage combiné du raisonnement et de l'observation leurs lois effectives, c'est-à-dire leurs relations invariables de succession et de similitude. Bien que les deux approches philosophiques empiristes et positives soient différentes, il est indéniable que Comte a été influencé par Hume depuis sa jeunesse. Dans ce cadre, je me propose de vous présenter un mémoire intitulé « Aux sources de l'anthropologie positive », Auguste Comte, lecteur de Hume. L'influence de Hume sur Comte se manifeste depuis sa jeunesse. Elle se manifeste clairement dans les écrits de jeunesse et le système de politique positive. L'histoire de l'Angleterre de Hume de Comte, et nous le voyons dans le système de politique positive, dire qu'il appartient à l'école de Hume. Plusieurs commentateurs de Comte, Mary Pickering, Auguste Comte, en Intellectual Biography. Angèle Kremer-Marietti, Michel Bourdeau, Zeynep Ben Saïd Cherny et Juliette Grange évoquent cet impact. Nous constatons l'existence dans la bibliothèque de Comte des œuvres philosophiques de Hume particulièrement. L'enquête sur l'entendement humain, l'enquête sur les principes de la morale et les essais moraux et politiques. La problématique générale que nous traitons est celle de la vision anthropologique des deux philosophes. Celle-ci est celle de la limite, de l'humilité et de la petitesse de l'homme aux prises avec ses passions et ses désirs qui le surpassent. L'empirisme prépare la pensée positive. Avec Hume et sa critique de la causalité, le finalisme qui continue avec la pensée de Descartes et de Leibniz est totalement remis en cause. L'homme est ancré au monde de l'expérience, de ses passions, de son corps, de ses habitudes et de sa vie sociale. La seule cause qui persiste et qui n'en est plus une, selon Hume, est la cause efficiente, appelée par Hume et Comte, connexion nécessaire. L'anthropologie signifie depuis le XVIIIe siècle, physiologie, morale et théorie des idées. Il n'y a plus d'idées innées. L'homme est le produit progressif de ses impressions, de ses opinions et de l'habitude ou de l'expérience qui se répète. Ces éléments se constituent et se forgent à travers l'histoire qui favorisera la concordance entre opinions et désirs. C'est aussi l'idée de progrès et d'ajustement progressif entre moyens et fins, entre passion et opinion, qui se manifeste dans les deux philosophies. L'homme se forge à travers le temps. Une autre dimension se manifeste, c'est la place que prend le corps et les sentiments dans les deux philosophies morales, puisque la morale est définie d'abord comme plaisir et déplaisir, convenance et disconvenance intérieure. Selon Hume et Comte, la satisfaction intérieure est individuelle, mais aussi sociale. Le problème moral est pour les deux philosophes nécessairement une concordance entre intériorité individuelle et sociabilité. Pour Hume, c'est un système de moyens orienté par des règles collectives, et pour Comte la morale qui concerne l'existence individuelle doit devenir systématique et lier individualité et sociabilité. Pour les deux anthropologies, il s'agit de mettre les fondements d'une vie sociale en composant avec la nature humaine, en la corrigeant sans l'ignorer. Nous voyons en effet que lorsque Comte finit par rejeter l'idée d'une synthèse objective, celle qui adopte les principes de l'astronomie comme modèle, c'est vers Hume et Diderot qu'il se tourne pour trouver les principes théoriques de sa synthèse subjective. Dès lors, les idées de Hume réapparaissent avec force. Les passions fixent les fins et la raison suit, elle devient seconde. C'est une intériorité totalisante, une affection collective religieuse qui va commander la société selon Comte. Elle se fixe par la répétition coutumière qui signifie expérience selon Hume et qui est culte et éducation selon Comte, elle est plus habitude. Notre étude va exposer ces idées en 3 chapitres. Le premier s'intitule Opinion et désir. Comte comme Hume reste contrarié par la cohésion entre les opinions et les désirs. Les opinions sont des moyens pour satisfaire les fins fixées par les désirs. Ils ont leur équivalent dans les thèses de Hume, que Comte a commencé à lire depuis sa jeunesse, qui admettent que la raison a un rôle second par rapport aux désirs qu'elle ne fait que les servir. Dans l'enquête sur les principes de la morale, que Comte a classé dans sa bibliothèque positiviste, Hume montre que la raison est la médiatrice entre la fin et les moyens, elle ne cerne ni le bien ni le mal, seules les impressions affectives visent des fins. L'expérience va alors régler les passions. Ce qui nous conduit au deuxième chapitre, la nature humaine et la morale. La morale, selon Hume, est réflexive et historique, ce qui fait que l'homme suit librement sa nature, mais il prend l'habitude de prendre des habitudes,
et profite de son expérience pour engendrer des règles justes qui sont des artifices qui s'ajoutent à la nature pour faire de telle sorte que la tendance collective ou sympathie se réalise dans la réflexion. L'esprit même avec la règle générale reste incarné dans la nature humaine. Deleuze dit qu'il devient nature humaine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.